Moi, c'est bon au niveau. Moi, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et au bout de 3 mois, je fais ça. On arrête de crâner. En plus, Mon père était comme toi à 25 ans. Les enfants ont peur. Ça saute une génération. Je dis ça saute une génération. Ah ouais, moi, mon père, il a encore beaucoup de guerre. Les enfants, je m'arrêtais avec un peu de chance. On est passé à travers. Rebonjour à tous. On va commencer cette deuxième table ronde de Tech Ready. Hier soir, j'ai demandé à l'animateur ce que je devais dire pour introduire sa conférence. Il m'a répondu, t'as qu'à demander à Claude. Donc je lui ai demandé et Claude m'a répondu, tu peux l'introduire comme un guide de survie. Maîtrisez vos agents de code avant que vos agents de code ne vous pilotent. Et pour cette table ronde, j'accueille Samuel, développeur expert IA sur les technos open source. Il vit d'amour, d'eau fraîche et de Claude. Merci Marie. Alors ouais, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, dans cette même salle, on discutait de l'arrivée de l'IA dans nos métiers. Les agents qui permettent de coder dans Cursor, dans Copilot à l'époque, c'était vraiment un truc d'insider, de curieux. Un an plus tard, changement de paradigme complet, tout le monde s'en empare, mais certains sont encore un peu en train de repenser à leur métier du passé, d'artisan du code. Et donc on a 3 personnes aujourd'hui pour échanger sur ces problématiques d'adoption de l'IA. Je vais vous présenter Tugdual, Graal. Et donc, donc moi je travaille chez GitHub depuis 5 ans, j'utilise Copilot depuis septembre 2021. Et mon métier, c'est d'utiliser GitHub Copilot sur mes projets déjà. Je code beaucoup à titre personnel. Et après, d'aider les entreprises à utiliser l'IA en tant que développeur, évidemment, en s'appuyant principalement sur la plateforme de GitHub. Florian. Salut, moi c'est Florian. Donc, je suis un ancien EM qui est revenu les mains dans le cambouis depuis quelques années. Et là, je suis founding engineer dans une startup EdTech et je me suis plongé assez fortement dans Cloud Code et dans l'open source avec des petits projets que vous connaissez peut-être comme RTK notamment, dont je vous parlerai également. Très bien. Florian, Guest Suite. Exactement, CTO. Florian également, CTO chez Guest Suite depuis 2 ans et demi. On a un SaaS qui permet de gérer la visibilité locale des entreprises. On a pris le virage il y a 6 mois, vraiment de manière très drastique, et on pourra revenir dessus. Mais en tout cas, ça a pas mal changé aussi bien l'équipe, mais en totalité l'organisation chez Guest Suite. Ok, pour comprendre le contexte, aujourd'hui dans vos équipes, vous êtes combien? Les équipes avec qui tu travailles, c'est combien de personnes en moyenne? À faire le même métier que moi, on est une vingtaine dans le monde, mais après, toutes nos équipes d'ingénieurs font tout le temps. Donc il y a 1500 développeurs sur GitHub qui font du copilote tous les jours. Ok, et chez tes clients, c'est Ça quoi? alors moi, je passe beaucoup plus de temps sur les entreprises, donc ça va de 300 à 20 000 développeurs. Ok, et chez vous, c'est combien de personnes à la tech? À la tech, Ouais. nous, moins de 5. Ok, Oui, exactement. Nous, on est 30 au global et il y a 10 personnes sur l'équipe tech et produits réunis. ça marche. C'est quand la dernière fois que vous avez produit une ligne de code à l'ancienne? Il y a plus de 6 mois. Aucune idée. Pareil. Ok, ça marche. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que quand on discute avec des développeurs dans les meet-ups, dans les communautés, on se rend compte qu'il y a encore des gens qui sont très attachés à leur qualité de code, leur ancienne façon de coder. Comment vous faites aujourd'hui pour les convaincre que finalement le paradigme a changé, qu'il faut maintenant utiliser des agents, les créer nous-mêmes? Qu'est-ce que vous leur dites? Ok, je prends. Nous, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé déjà dans notre entreprise. On a une équipe qui est tech qui est réduite et on a pas mal de personnes qui ont mis en place du no-code, donc avec des solutions lovable, etc. et qui finalement se retrouvaient à produire plus rapidement que nous. Donc forcément, ça nous a un peu déstabilisé là-dessus. L'idée, c'était quand même de reprendre le contrôle de la tech et du produit. Donc forcément, il y avait un sujet de comment améliorer notre productivité, du coup, pour éviter que la tech soit un peu en mode shadow IT. Donc c'était le premier sujet. Et le deuxième sujet, effectivement, il y a un sujet de productivité et de revoir le métier global de développeur. Et c'est quelque chose où on n'avait pas le choix de toute façon de le faire, parce que si on ne le faisait pas, nos concurrents le faisaient. Et tout le monde a embarqué dès le début? Non, pas du tout.
Pas du tout. Je suis allé chercher des champions en fait dans mon équipe. Donc ça, déjà, c'était moi. Montrer l'exemple en fait, d'en revenir dans le code, comme tu as pu le dire d'ailleurs, Florian. Revenir dans le code et ensuite embarquer du coup des champions qui eux-mêmes ont embarqué les autres personnes. Donc finalement, ça se fait par plusieurs phases et plusieurs vagues. Nous, c'est un peu cheaté vu qu'on est assez jeune. Enfin, ma boîte a 6 mois en gros. Et nous, ça a été AI first. Donc vraiment, moi, j'étais le premier. J'étais déjà sur Cloud Code en l'occurrence. On a tout construit en fait. Le produit AI native, notre orga est AI native. Donc en gros, on a, on va dire, le chemin tout dégagé pour vraiment y aller. Donc il n'y a pas eu de problématique de transformation. Donc entre guillemets, c'était il n'y a pas le choix, on y va avec un fort enjeu de vélocité. Et donc, quand tu recrutes des gens qui sont déjà AI first. Le dernier recrutement, il n'était pas AI first, c'était un dev senior, mais qui avait en gros la conviction que de toute façon, il n'y avait pas le choix, fallait y aller, et qui avait déjà tâtonné, mais qui en gros avait une dalle phénoménale pour aller creuser sur le sujet. Ok. Chez tes clients, c'est quoi le niveau de maturité au départ quand tu arrives? Alors ça dépend énormément et le plus gros problème de maturité qu'on va avoir, c'est pas nécessairement de faire de l'AI first, c'est que les gens utilisent Copilot depuis des fois très longtemps et l'utilisent pas encore de façon très avancée. Et il y a 2 discussions que je vais avoir, c'est que je vais montrer comment on l'utilise chez GitHub. Et parmi les choses que je vais dire, c'est dans notre équipe, par exemple, qui a fait la CLI, ils sont 10, ils mergent 500 pull requests par semaine. Je donne juste ces chiffres en disant, voilà comment on développe chez nous. Et ce que j'aime beaucoup, la semaine dernière, je travaillais sur une mission de FDE. Vous avez sûrement entendu parler le concept de Forward Deployed Engineer, en fait, où on est embarqué sur une équipe de dev. Et en fait, je travaillais à une équipe dans une banque et je leur demandais, donnez-moi la dernière pull request que vous avez faite ou la branche sur laquelle vous êtes en train de travailler. Vous me montrez comment vous travaillez. Et je prends la main dessus et je leur montre comment je travaille ou je leur dis de travailler d'une certaine façon. Et en fait, c'est pour ouvrir les yeux qu'on dit simplement en changeant un petit peu la méthode de travail, ils vont avoir confiance dans l'IA. Donc le mode plan, la revue par l'IA, la parallélisation des tâches. Et là, c'est vraiment, je compare une tâche qu'ils ont faite de façon traditionnelle ou avec leur utilisation actuelle de l'IA et en essayant de la pousser au niveau d'après. Donc, est-ce que c'est de la démo ou est-ce que c'est du peer coding qui permet vraiment de lui montrer étape par étape comment tu... Là, c'est du peer coding. Là, ouais, là okay. c'est vraiment, je prends quelque chose dans le backlog. Ok, ça marche. Les agents que vous utilisez aujourd'hui pour coder, alors c'est Copilot, c'est Claude Code, il me semble. Claude, ouais. Exactement, Claude aussi. Ouais. Est-ce que vous utilisez vraiment les agents de base? Est-ce que vous allez chercher Get Shit Done ou Everything Code ou je ne sais pas quel workflow qui existe aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez développé vos propres agents en interne? Comment vous êtes pris? Vas-y, je commence. Moi, j'ai surtout développé moi-même, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est en gros, c'est déjà on injecte qu'au moment où on a une problématique. En gros, c'est un peu comme les process, c'est on a un problème, on arrive à rajouter un agent. Donc il y a pas mal de choses où j'ai fait quelque chose, j'ai vu qu'une boîte avait lancé un projet open source, une méthode ou whatever, et là je vais m'en inspirer pour améliorer et éviter à maintenir un truc décalé. Mais en gros, en général, c'est plutôt test and learn. C'est problème, on trouve une solution, l'outil, on itère, et si à un moment il y a quelque chose qui s'impose, on va dire, dans la commu ou dans les communes dans lesquelles je suis, et ben là après je pivote dessus. Florian? Yes, assez similaire. En tout cas, on a créé nos propres agents aussi de notre côté. C'était il y a plus de 6 mois, donc il n'y avait pas tout Everything Cloud Code et tout ce qui est arrivé entre-temps. Mais finalement, tout ce qui arrive aussi, on vient s'en inspirer. Donc on demande aussi à Claude de comparer justement nos agents custom avec ce qui vient de sortir pour en tirer le meilleur des deux mondes. Donc est-ce que c'est la bonne solution ou pas, ça je ne sais pas, mais en tout cas ça marche bien pour nous. On sait que les standards sont conformes à nos attentes et du coup finalement on a vraiment quelque chose qui nous correspond en termes de stack, en termes de technologie, en termes d'attente, en termes d'organisation, etc. Et ça, est-ce que c'est l'ensemble de vos équipes finalement qui contribuent à ces agents pour les améliorer au quotidien, ou c'est vraiment une ou deux personnes qui sont identifiées comme les experts du harness et qui itèrent pour les améliorer? En fait, les pratiques tech restent toujours viables. Donc, pour réussir à utiliser correctement quelque chose, il faut en être contributeur. Donc, au moins comprendre ce qui se passe sous le capot. Donc, forcément, chacun a une appétence différente pour faire évoluer les outils, mais en tout cas, les comprendre et y avoir contribué au moins une fois, voire même de manière assez régulière, c'est quand même quelque chose d'important. Ok, et dans le métier des développeurs, c'est quelle part de votre temps qui est dédiée à ça, simplement à construire ces agents, les améliorer Moi, c'est entre 50% et 30% de mon temps maintenant sur une équipe où en gros il y a un seul vrai dev de métier et 3 PM qui ship en prod. Mais moi, en gros, c'est vraiment mon rôle. Tu as dit le terme harness, de m'assurer que
j'optimise la vélocité tout en garantissant la qualité et évitant les risques. Donc ouais, c'est une bonne partie de ma bande passante. Ouais, on est quelque chose d'assez similaire, mais en tout cas un peu plus faible, on est autour de 30%. L'idée, c'est vraiment de se dire que les 70% restants, mais finalement, nous permettent de faire les 100% d'avant, mais qu'on ait toujours besoin d'innover et en tout cas de faire évoluer nos systèmes, sinon on devienne très rapidement obsolètes. Ok, chez vous, est-ce que finalement contribuer au code, ça se limite à quelques développeurs ou est-ce que finalement tout le monde s'empare du code, des PM, peut-être une équipe marketing qui veut faire un lead magnet ou une petite application, qui code en fait chez vous? Tout le monde. Et on utilise, c'est-à-dire quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que les sales font leur propre dashboard à partir de... Alors, ce n'est pas des choses qui vont passer en prod dans ce cas-là, mais ils développent des applications. L'équipe marketing, on a mis en place plein d'outils qui vont donner accès à notre CRM, à toute la partie revenu, toute la partie contrat, qui va permettre dans la partie copilote. Alors, chez GitHub, on utilise GitHub Copilot pour tout. C'est-à-dire que même si on a accès à d'autres agents comme les Office 365, Claude ou autres, le début, c'est soit les personnes sont sur github.com, soit dans la CLI, soit sur le desktop, et vont demander. Et quand on va demander un rapport, je dois préparer une réunion avec tel client, donne-moi le résumé, c'est l'équipe Sales qui fait ça et qui partage des dashboards et des réussites. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va transformer une demande qu'on a faite en un prompt qui va être déployé sous forme de skills. Et ça, c'est partagé. Et les skills sont faites par les différentes équipes, revenus, marketing, etc. Je ne veux pas rentrer dans le fait que tout le monde peut, chez GitHub, faire une pull request sur GitHub ou sur Copilot. C'est-à-dire que n'importe quel développeur, n'importe quel employé de GitHub a accès à tous les repos et peut faire une pull request. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que vu la vélocité qu'on a à cette partie-là, mais tout le monde pourrait le faire avec Copilot. Il me semble sur GitHub, vous avez un repository officiel qui rassemble plein de skills. Ce sont vos skills internes ou c'est des... Non, il y a quelque chose qui s'appelle Awesome Copilot. Ça te rappelle quelque chose en termes de nom. Cette partie-là contient des bonnes pratiques, des skills, etc., mais qui sont plutôt de la communauté. Les choses qu'on a mis en interne sont vraiment liées aux outils internes. Quand je parlais de ces skills-là, c'est vraiment les choses qui sont internes. Ok, il me semble que chez G Suite, votre front-end mobile est même développé par des non-tech à 100%. Ouais, effectivement, on a une application mobile qui a été développée par un non-tech et le CEO. Là, dans l'assemblée, justement, il y a mon product designer et mon lead de front. Tous deux bossent justement en partenariat. Et donc maintenant, le product designer commence à faire des PR justement sur la partie design system. Et on est en train d'arriver justement à la généralisation vers l'équipe produit. Et après, on verra à terme si on emmène toutes nos équipes. Mais il y a des vrais sujets de garde-fou, d'éviter que ça parte dans tous les sens. Et surtout de comment garder le contrôle et la gouvernance du produit. Où est-ce qu'on veut l'emmener. Et pas se dire, OK, c'est bien, il y a un client qui nous a dit, il faut faire ça, on le fait. Mais en fait, non, il y a un vrai sujet de ROI. Ce que j'ai tendance à dire à mes équipes maintenant, c'est plus la question, est-ce qu'on peut le faire? Parce qu'en fait, on peut tout faire maintenant. Mais c'est, est-ce qu'on doit le faire? Et cette question n'a jamais eu autant de sens maintenant. Ouais, et moi je te rejoins, c'est tout le monde aussi, avec surtout à la base j'étais seul dev, après il y a un PM qui est intervenu, et là maintenant même un stagiaire QA non tech peut envoyer sa première pull request en prod du coup après 1 ou 2 journées. Donc nous en gros même le produit envoie 5, 10, parfois 15 PR sur une journée. Tout est contrôlé, tout est verrouillé, etc. Et là, on commence justement à évangéliser au niveau des sales, des markets. Donc en gros, qu'on soit autonome, parce que parfois, c'est plus long de faire une réunion pour expliquer ce qu'il y a besoin de corriger et tout. Donc on ne parle pas de la grosse feature de l'Epic et tout. On parle surtout de correction où le besoin, c'était un de mes PM qui disait « je vais passer plus de temps à t'expliquer ce que je veux, je suis sûr que de le corriger moi-même avec l'outil ». Donc j'ai mis en place l'outil et effectivement, il envoie la correction directement et on gagne en vélocité tout en étant pragmatique pour éviter de faire des bêtises. Alors justement, ces gens ne sont pas développeurs, le potentiel de bêtise est quasiment infini. Donc comment vous garantissez la qualité, la sécurité, que les données des clients soient protégées parce que en fait, je pense qu'ils ne réalisent pas à quel point notre métier aussi a plein de contraintes. Donc est-ce que vous les formez? Est-ce que vous mettez des garde-fous? Comment vous arrêtez la PR avant qu'elle soit mergée et qu'on introduise en production des catastrophes? Ouais, ça passe toujours par de la formation, mais vachement accélérée, parce que ça dépend de l'objectif. J'ai eu un stagiaire qui voulait devenir dev, on prend plus de temps, on va dire comme à l'époque. Par contre, j'ai un PM qui n'a pas besoin, qui ne veut pas tout savoir, il veut comprendre pour pas faire de bêtises. Donc en gros, j'aime l'image du bowling où on met les petites barrières ou les petites roulettes pour éviter que ça fasse des bêtises, donc le harness engineering. Donc on casse quelque chose, au lieu de réparer à la main, je répare le système qui va produire pour que la fois d'après, on ait confiance. Je pense que le plus important, c'est, en tout cas chez nous, c'est plus la sécurité
que la qualité. La qualité, si on a une dette, on va pouvoir la corriger. La sécurité, ça peut être critique. Mais en gros, c'est vraiment boucle d'amélioration continue au fur et à mesure. Et beaucoup d'outils. On a une CI qui est honnêtement blindée alors qu'on est une assez petite équipe. Oui, pour moi, cette partie-là est vraiment importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils d'IA sont capables de coder mieux que nous. Ça, une fois on l'accepte, c'est déjà très bien. Et ça veut dire que pour pouvoir permettre à un moment donné de commencer à accélérer le développement quasiment sans regarder le code dans le détail, il faut que tout ce qui est autour soit vraiment blindé. Donc les outils de CI autour de la sécurité, on va mettre la qualité, on l'automatise aussi depuis très longtemps. Mais cette partie-là, elle est super importante. Et à la fois au moment de l'écriture, c'est-à-dire que quand le PM va prendre sa spec, il va écrire et qu'il va commencer à générer du code, peu importe où il est, ce code, il va respecter les règles qu'on leur a mis en amont. Et moi, je trouve que là, en fait, on a un vrai métier d'ingénieur parce qu'en fait, on va préparer en amont tout. On est responsable de ce qui se passe en amont et de ce qui se passe en aval. Le milieu, là, l'écriture du code devient quelque chose qui est fait très rapidement. Mais parce qu'on a ces garde-fous, ça va coder proprement, ça va vérifier la sécurité. Par contre, ce n'est pas le PM qui fait la merge request, qui va merger la pull request. Cette partie d'automatisation, c'est de l'amélioration continue parce qu'en fait, on va trouver des nouvelles choses. Donc la première chose que vous allez, entre guillemets, faire pour ça, c'est toutes les règles de sécurité que vous avez mis dans votre Confluence, dans votre machin, sortez-les, mettez-les dans vos instructions, mettez-les dans la CI. Pour une fois, elles seront lues, pas par l'humain, mais par l'agent, et elles seront exécutées. Demandez les règles de sécurité que vous avez changées la semaine dernière. Probablement, la moitié des développeurs ne sont même pas au courant que ça existe. L'agent sera capable de le faire. Oui, pas grand-chose à ajouter là-dessus. Effectivement, alors pour revenir sur la partie tout le monde fait une pull request, je ne sais pas si demain, je ferai en sorte que tout le monde chez GasSuite fasse une pull request. Par contre, je ferai ensemble que demain, tout le monde puisse contribuer au code source, ce qui est finalement différent dans l'approche. C'est vraiment de se dire comment demain, quelqu'un qui n'est pas tech, qui n'est pas produit, va créer un ticket, et ce ticket va être auto-qualifié par nos agents, et ensuite être pris, mais finalement, ils n'auront pas directement accès au code source, au repo. Je ne sais pas comment c'était chez GitHub par rapport à ça, mais en tout cas, c'est plutôt moi ma vision dans mon entreprise. Une chose, alors là, pas chez GitHub, mais chez les clients avec qui je travaille, c'est qu'on va partir évidemment du début du développeur, de l'équipe de développement. Et en montrant tout ça, en fait, on s'aperçoit que tout le métier change en aval et en amont, et préparer le travail pour que n'importe qui puisse venir contribuer. C'est-à-dire de montrer la puissance autour de la génération du code, et après de dire, bah, mais si tu veux que ça soit parfait, il faut qu'en amont, ça soit parfait. Donc tu commences à mettre des outils pour écrire des bonnes specs, pour revoir les specs, pour les qualifier, pour poser des questions. Là où on a pris une très mauvaise habitude en tant qu'humain de prendre une spec et de commencer à travailler sans l'avoir lu complètement, je pense que pour certains d'entre vous, ça vous est arrivé, à commencer par moi. Et aussi, on a des questions à poser, on n'a pas envie de revenir, ça prend pas le temps, on ne prend pas le temps d'aller vers le PM qui n'a pas le temps pour être disponible. Tout le temps qu'on gagne et tout le temps qu'on va gagner et où on va sécuriser le process d'un point de vue métier et sécurité, c'est cette capacité à bien définir et le besoin fonctionnel et l'architecture technique qu'on veut avoir en cible. En même temps, si du coup le développeur review toutes les PR qui lui arrivent de toute l'entreprise, ça crée une forme de fatigue. Et donc, est-ce que vous commencez à imaginer un monde dans lequel on peut automatiser le merge sous certaines conditions avec des guardrails, ou est-ce que vous continuez à avoir quand même un contrôle de review, même une review un peu macro du code, ou où vous en êtes là-dessus? Alors, c'est des sujets que j'ai dû tacler avec mon équipe il y a 3 mois. Des sujets très compliqués, en fait, 2 sujets. Premier sujet, c'est la perte de sens des développeurs, parce que finalement, à faire toute la journée du code review, ça n'a pas trop d'intérêt, on n'a pas fait des études, on n'a pas fait ce métier pour ça. Et le deuxième sujet, c'est la fatigue. Donc finalement, ça rejoint à ce que tu dis. Donc c'est comment accompagner les équipes par rapport à tout ça. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah, ok, dans un premier temps, nous, le but, c'est vraiment de se dire, les bug fixes, on n'a plus besoin de passer dessus. Sur les grosses pull requests, on regarde vraiment les sujets les plus critiques. Et d'ailleurs, c'est l'IA qui nous aide à dire, bah, ok, là, sois plus vigilant, ou cette PR, elle est ok, et vas-y, go. Et après, on vient corriger par-dessus s'il y a besoin. Mais le Go reste manuel quand même. Le Go actuellement reste manuel. On est en train d'automatiser sur en tout cas les bug fixes. Ouais, chez nous, c'est à peu près la même chose. Donc en gros, je review quand même encore quand c'est critique ou quand ça touche à un organe spécifique, le paiement ou de la DB ou un truc comme ça. Il y a beaucoup de PR que je ne relis plus, si ce n'est à un œil macro que j'arrive à faire vite parce que
par le passé, on parlait des juniors, etc. Mais parce que moi, j'ai eu 10 ans où j'ai fait ça, de la code review, donc je screen le truc plus vite. Et on parlait d'agents, justement. C'est l'un des agents sur lequel j'ai passé le plus de temps. C'est l'agent de code review qui travaille comme on travaille chez nous. C'est pas juste du TypeScript générique ou quoi. Et c'est là où j'ai itéré, mais des dizaines et des dizaines de fois. Et l'idée, c'est si, encore une fois, la pull request n'a pas atteint le niveau de qualité souhaité, on va pas juste corriger le code pour la faire passer, on va corriger l'agent et les agents qui permettent de construire pour que justement la fois d'après ça passe. Et si on pousse à l'extrême, je l'ai déjà fait, c'est en fait on lui refait faire toute la pull request une deuxième fois pour voir si avec les nouvelles règles il est bien passé au vert, comme si on demandait de recommencer à un junior. Ces guardrails que vous avez rajoutés, est-ce que c'est des outils plus traditionnels mais que vous avez vraiment blindés, ou c'est vraiment que de l'agent, que des prompts Alors nous, de notre côté, on a encore développé aussi notre propre agent qui boucle dessus. Et là, en ce moment, on est en train de tester CodeRabbit. Donc voilà, donc on est en train de s'inspirer aussi de ce qui existe pour nous améliorer nous-mêmes. Je reviens sur le chiffre que je disais tout à l'heure, 500 pull requests mergés par semaine à 10 développeurs. Vous vous doutez bien que les gens ne regardent pas ligne par ligne la revue de code. Donc déjà, et c'est notre produit, un des produits les plus critiques, puisque c'est la CLI. Il y a deux parties à ça. C'est qu'il faut garder en tête que quand on fait ça, on est capable de faire plusieurs releases par jour. On trouve un bug, on le fixe. C'est pas grave, il est parti, oui, effectivement, on a fait un bug. Ce qui va être important, c'est qu'il y a des parties du système qui sont ultra critiques. Évidemment, ces parties-là, on va passer plus de temps à faire la revue, mais une fois plus, on ne va pas nécessairement la faire comme avant, parce que si on se retrouve avec 70 fichiers qui ont été modifiés dans la pull request des parties, on va demander à un agent de nous faire un résumé. Ce qu'on va faire, on a des agents spécifiques, alors maintenant qu'on a mis à disposition d'un security review, des choses comme ça, qui vont partir. Mais également, quand c'est un problème qui est très critique, on va partir sur une gestion de consensus par les agents. On va dire, tu utilises tel modèle en parallèle, tu te concentres sur la partie critique du business, tu me demandes ton avis. Et notamment sur tout ce qui est perf, gestion de mémoire, gestion des données, on va faire comme ça. Et en fait, la revue va nous donner un rapport, et c'est ce rapport-là qui va servir à faire la revue, si on a besoin d'aller vraiment en détail. Je me permets de compléter. Sur les outils, au final, on ne réinvente pas la roue. Nous, on utilise les classiques, les linters, ESLint, SonarCube, les analyseurs de code statique, les logs. En fait, on peut donner tellement de volume de données à exploiter que limite, on exploite encore plus ces outils-là, justement, pour faire des go, no-go. Et après, c'est une couche agentique qui va venir justement exploiter toutes ces données d'outils dans lesquels, en tout cas, moi j'avais déjà confiance à l'époque. Et en gros, c'est juste que ça automatise tout le travail de cerveau pour faire une sorte de résumé où après un œil averti va dire go, no go et on enchaîne. Justement, ce qui est important là-dessus, c'est ne changez pas les outils que vous avez en place. Si vous n'avez pas d'outils, par exemple, de sécurité sur tous vos pushes, mettez un outil de scan de sécurité sur tous vos pushes. Et lorsque vous trouvez quelque chose qui ne fonctionne pas très bien, fixe comme vous le faites pour des pull requests, fixez le problème et rendez-le générique. Comme ça, vous continuez d'avoir une amélioration sur l'utilisation de l'IA dans vos équipes. Là, on parle de mettre des agents sur la phase amont des projets pour construire des issues, pour ensuite produire le code, mais aussi sur l'aval pour faire de la review, des tests. Tout ça, ça coûte cher. Récemment, il y a eu des évolutions il y a 5 jours chez GitHub. Sur Copilot, c'est alerte parce que maintenant on paye le vrai prix du token. En même temps, chez Entropy, qui commence aussi à faire facturer le vrai prix du token, mais ils ont encore levé 70 milliards, donc on peut s'attendre encore 6 mois de répit peut-être. Est-ce que vous avez quantifié déjà le prix que ça vous coûte réellement ? Et si oui, comment vous assurez que finalement les dépenses soient limitées ? Comment les réduire ? Est-ce que vous avez des techniques pour ça ? Alors moi de mon côté, je joue la sécurité, c'est-à-dire que toute l'équipe a accès à Claude, mais en mode forfait mensuel. Donc on est à 100 ou 200 balles en fonction des développeurs. On a testé un petit peu l'API et c'est parti très très vite en live, donc on a très vite coupé. Et donc effectivement, comme tu le dis aussi, Entropy est en train de pas mal bouger, donc on va avancer par itération et voir ce que ça peut donner. À mon avis, peut-être à terme, on devra héberger notre propre LLM. Enfin voilà, on va voir comment les choses évolueront, mais pour le moment, en tout cas, on en a pour 200 € par mois par développeur. En fait, alors là, comme disait Samuel, moi je suis en pleine discussion. Les réunions, c'est toujours autour du nouveau pricing depuis 3 jours. Ce qui est particulier, en fait, c'est que, et merci Florian, c'est qu'une partie de notre travail maintenant va être de comprendre comment on va optimiser la gestion de l'IA au sens token. Alors, on ne va pas nécessairement descendre au token en tant que dev,
Mais c'est de comprendre quel type de tâche on va faire, comment utiliser un modèle, comment le prompter, comment le mettre du contexte pour optimiser cette partie-là. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes tous des devs ou des techniques, etc. Mais rappelez-vous, quand vous avez commencé, pour ceux qui sont plutôt système ou infrastructure, quand vous êtes passé sur le cloud, c'était exactement pareil. À un moment, on démarrait des VM dans tous les sens, on ne se posait pas de questions. On a commencé à optimiser cette partie-là. C'est notre responsabilité. Ce qui est important, c'est d'avoir un outil qui vous permet d'avoir le contrôle. C'est-à-dire que quand on passe par des API en direct, on prend un risque. Quand on a un outil qui va permettre de dire, je vais permettre, là actuellement ce qu'on fait par exemple nous, c'est qu'on va bloquer les budgets en disant, pour tous les développeurs, lundi, on va bloquer à $30. Comme ça, si quelqu'un part en sucette parce qu'il fait de l'Opus 4.8 pour demander ce qu'est comparé de Docker et Podman, ben, effectivement, il va avoir consommé 2 ou 3 $, mais on va lui dire, attention, tu as fait une bêtise là, sur cette partie-là, il faut utiliser un autre modèle, il faut plutôt se poser la question du mode auto, etc. C'est une nouvelle partie de notre métier. Alors chez GitHub, c'est nouveau ça, parce qu'avant, on était un peu allez-y à fond, utilisez autant que vous voulez. Là maintenant, sur GitHub Copilot, comme on passe au token-based, AI Credit, je ne sais plus, c'est pas exactement du token-based, parce qu'avec tous les modèles différents, c'est compliqué. Mais par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est faire ce travail. Et je vous invite à aller voir la présentation de cet après-midi. C'est cet après-midi dont tu parles. Et je pense que c'est toi l'expert sur le domaine, j'ai envie de dire. Expert, je ne sais pas, mais ouais, un des mots, c'est la gestion du context engineering pour éviter de gaspiller. Hein, comme l'analogie avec le cloud est vachement bonne. C'est en mode, j'ai vu plein de devs ouvrir une VM de test, la laisser en mode dupliquer une machine de prod, puis après oublier de l'éteindre. Et en fait, il faut être pragmatique. Donc typiquement, on ne lance pas Opus pour corriger une faute d'orthographe. Au bout d'un moment, on revient à des usages un peu plus modérés. Et après, moi, c'est même pas les coûts liés purement à l'IA, vu que pareil, on cloisonne avec des licences, et pour l'instant, les licences sont intéressantes. C'est plutôt les coûts cachés qu'on ne voit pas, j'en parlerai, mais c'est la CI, on produit beaucoup plus. La CI, elle s'emballe, puis comme on envoie plein de commits et PR, si on lance toute la chaîne complète pour une faute d'orthographe, on se reprend GitHub CI, les actions, ça augmente, etc. Donc en fait, c'est un truc un peu global où je pense que c'est important qu'il y ait quelqu'un, le CTO ou autre, qui garde un œil à être assez vigilant, vu que ça peut vite en fait partir de ça coûte rien à aux coûts qui explosent, quoi. En fait, le vrai sujet, c'est ce que tu commences à dire, c'est qu'en fait, la répartition des coûts n'est plus la même. Enfin, nous, par exemple, on est en train de couper nos IDE. On était sur PHP Storm, JetBrains, et du coup, on ne l'utilise plus. Donc finalement, on n'aura plus ce coût-là. Mais effectivement, on a fait x2 sur les GitHub Actions. Mais voilà, ça se rééquilibre après. Donc c'est un sujet de budget. Ce qui va être essayé, si vous ne l'avez pas déjà mis en place, de vraiment calculer de la vélocité de vos projets. Parce qu'en fait, la vraie valeur qu'il faut regarder, ce n'est pas le coût de combien coûte l'ingénieur plus l'IA plus la CI, c'est est-ce que d'un point de vue business, j'arrive à sortir toutes les features dont j'ai besoin et qui améliorent mon métier, mon métier de la société. Typiquement, moi, je n'ai pas le budget qu'ont les 10 développeurs sur la CLI ou sur les desktop apps, ils sont en unlimited. Mais on sait qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que d'un point de vue business, on est obligé de sortir une version par jour pour rester compétitif vis-à-vis de Codex, de Cloud Code, de Cursor. Pareil sur l'application. On a besoin d'innover tout le temps. Dans notre marché, nous, c'est ça. C'est à la rigueur, on s'en fout, on dépense parce qu'on sait que ça rajoute de la valeur. Et à l'inverse, quand on va travailler sur d'autres parties du système, typiquement l'équipe marketing ou nous, quand on fait des présentations aux clients, on va essayer de regarder un peu plus quel budget on va se donner. Pour pouvoir que ça soit lié à l'utilisation qui est proportionnelle entre guillemets à ce qu'on apporte à la société. Je me permets, sur ça, il y a la partie toujours, j'aime bien le mot pragmatique, c'est en gros les coûts. À un moment, j'ai cramé ma licence 5X, je peux passer sur la plus grosse, ok, je passe sur une 20X, puis une deuxième, puis une troisième. À l'heure actuelle, j'ai quasiment 800 € de licences diverses juste pour moi. Et en fait, oui, c'est cher, on me dit c'est vachement cher, oui, mais je vais quasiment 3 voire 5 fois plus vite. Donc en fait, multiplier un ingé senior pour seulement 800 € par mois, est-ce que ça vaut le coup ? Oui, no-brainer. Si les coûts ils sont multipliés par 2, ça sera encore oui. Si c'est par 10, là par contre, il faudra commencer à devenir plus raisonnable. Donc ce que je comprends, c'est que quand une nouvelle personne finalement rentre dans l'IA, vous lui laissez quand même un peu le temps de faire des erreurs pour s'accaparer l'outil et ensuite on regarde vraiment précisément là où ça dérape et pour le corriger, quoi. Typiquement, là, on est en plein dedans avec nos utilisateurs. Ce qu'on leur dit, c'est vous mettez un budget pas énorme pour comprendre comment vous allez utiliser. Comme ça, vous êtes alerté quand la personne arrive près du budget et on peut poser la question à l'équipe, comment vous utilisez l'IA dans vos projets.
Si c'est uniquement je fais de l'opus pour corriger une faute d'orthographe, on dit bah là on va te laisser sur ce budget-là, tu vas travailler un petit peu, on va te contrôler. Si à l'inverse, ils travaillent énormément sur la définition du plan, de l'architecture, etc., et qu'ils arrivent effectivement en 2 jours à $30, on va dire bah non mais c'est bon, c'est pas grave, tu es super efficace, on va augmenter ce budget-là. C'est ce suivi et cette formation entre guillemets qui est en train de changer et qui est compliqué parce que c'est un nouveau métier. En même temps, on voit que tous les 3 mois, il y a un nouvel agent qui sort, une nouvelle techno, un nouveau workflow, une nouvelle méthodologie. J'imagine qu'il faut quand même laisser pas mal de place à l'expérimentation pour simplement faire de la veille ou pour tester de nouvelles choses. Comment vous mettez ça en place? Est-ce que les développeurs chez vous sont libres de prendre un peu toutes les technos qu'ils veulent? Même finalement chez GitHub, est-ce que c'est forcément du GitHub Copilot qui est usé ou même que les gens sont un peu libres? C'est quoi votre politique chez vous? Là-dessus, il y a 2 parties. Donc chez GitHub, chez Microsoft, il y a un outil qui s'appelle Agency. Vous avez peut-être entendu dans la news, qui donne accès à Copilot et à Claude Code. Alors évidemment, on va favoriser Copilot. La plupart des devs sont sur Copilot maintenant. Quand Copilot n'était pas à la hauteur, il restait sur Claude Code en fait. C'est-à-dire, ça dépendait à quel moment on va faire. Ce qui va être important, alors c'est pas vraiment qu'est-ce qu'on permet, c'est plus un mindset qu'il faut voir et qui est vraiment important, c'est que en gros, comme on a une release tous les jours, et là, on va dire sur le marché on a des releases tous les jours des outils, je change de façon de travailler tous les 2-3 mois. Depuis 2021, je change de façon de travailler depuis 2-3 mois. Il faut accepter ça. Et donc c'est partager beaucoup. Pour moi, c'est le partage entre les personnes. Je ne sais pas comment vous expérimentez chez vous. Oui, effectivement, nous, dans les 30%, il y a cette phase aussi d'expérimentation. Déjà, avant l'IA, j'ai mis en place ce qu'on appelle des tech days. Donc, les techs ont une journée toutes les 2 semaines qui leur sont dédiées. Ils font ce qu'ils veulent, en tout cas en termes d'expérimentation, de veille, de développement, d'améliorer la couverture de tests, etc. Et j'ai automatisé toute la veille aussi IA, parce que ça commence à être impossible à suivre, de toute façon, déjà. Avant, on était déjà dépassé du fait de ne pas pouvoir tout expérimenter. Maintenant, on est dépassé déjà de juste savoir ce qui sort. Il faut juste l'accepter. Mais en tout cas, voilà, tous les lundis, les mercredis matins et les vendredis matins, on a un petit résumé des 10-15 sorties principales qui sont sorties au moins. On sait ce qui se passe et après on verra et si on a le temps d'expérimenter, de tester. Et on a fait un choix effectivement d'avoir nos agents custom. Est-ce que c'est le bon ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a pris une décision. Et le pire, c'est de ne pas prendre de décision. Il vaut mieux en prendre une, y aller, se prendre un mur et on va avancer. Plutôt que de se dire, bah voilà, il y a trop de choses, il faut que je comprenne tout avant d'y aller. Non, tu commences, tu prends un chemin et après tu rééquilibreras en fonction des échanges, en fonction des retours d'expérience, en fonction de l'équipe et en fonction de ce que chacun pense. Ouais, le test and learn, je suis totalement aligné. Moi, c'est plutôt mon rôle dans la boîte. En gros, c'est aussi pour ça que mes boss me laissent pas mal de temps où je contribue sur l'open source parce que les différents projets open source sur lesquels je travaille, que ce soit RTK, que ce soit le guide et tout, m'aident à rester à la page parce que ça demande vraiment une énergie. Et pareil, j'ai automatisé avec des systèmes de news, de flux RSS, de digest, etc. Et après, au niveau outillage, on laisse choisir typiquement dans ma boîte, une des problématiques, c'est il y en a qui sont curseurs, il y en a qui sont codex, il y en a qui sont sur Claude Code. On n'a pas sur Copilot, mais si jamais en gros ça change, on rechangera. C'est vraiment de rester adaptable parce qu'en gros, il y a les concepts et la façon de le faire correctement, c'est applicable à Claude, ça sera applicable dans les grandes lignes à Copilot, etc. Et en plus, là, en ce moment, ça va tellement vite que c'est ça. Dans 6 mois, le leader sera sûrement un autre acteur qui se refera booter 6 mois plus tard. Il faut arriver, je pense, il y a 2 discours. Soit on se dit qu'on reste stable et on évite de partir dans tous les sens, soit au contraire, on est opportuniste et mobile, agile, le vrai agile, et on bouge et on bosse avec le meilleur outil du moment, et puis on reste flexible et prêt à rebouger. Et est-ce que ça reste un monopole de développeurs ou finalement, même un marketeur, un communicant va reproduire cette méthodologie? Qui choisit les outils finalement dans la boîte? Le CTO. Non, en fait, l'idée vraiment, c'est de réussir à homogénéiser l'ensemble des équipes. On a fait le choix, nous en tout cas chez GasSuite, de laisser la liberté à chacun de choisir ses outils. Donc on a eu du ChatGPT, on a eu du Manus, on a eu du Claude, on a eu du Copilot, on a eu vraiment de tout, je pense. Mais c'était cette phase qui était importante d'expérimentation. On est une petite boîte, on peut se le permettre. Il y a un vrai travail d'éducation, de formation, en particulier sur la sécurité, en particulier sur les données personnelles. Mais au moins de leur dire, voilà, expérimentez, allez-y, faites vos tests, et après on va venir justement réguler. Mais une fois que vous aurez innové, on va choisir après quels sont les outils qui seront le meilleur pour la société, pour vous, pour les pratiques et pour partager tout ça et avancer ensemble. Parce qu'on n'est qu'une seule et même équipe finalement maintenant. Avant c'était tech et produits, maintenant c'est vraiment l'ensemble de la boîte.
Pour rebondir sur ta question, qui est-ce qui choisit l'outil? Alors, pour les outils de dev, ça va être l'équipe CTO, etc. Mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est que dans l'entreprise, comme ça va très très vite aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la rigueur, toutes les personnes qui sont concernées et qui peuvent être impactées par l'IA commencent n'importe quelle tâche par se dire je vais essayer avec l'IA. Peu importe l'outil qu'on va faire. Ça devient une habitude parce qu'en fait, on s'aperçoit assez rapidement que quand on fait ça, il y a des tâches où on perd énormément de temps qui sont réglées toutes seules ou des tâches où je vais avoir mon agent qui travaille d'un côté pour faire quelque chose en plus de ce que je faisais manuellement et ça va être une collaboration. Et ne pas faire ça, c'est prendre un risque parce que si vous ne le faites pas vous, un titre individuel, quelqu'un d'autre dans votre équipe est peut-être en train de le faire et va devenir plus efficace que vous dans l'entreprise. Tu parlais de la fatigue et de l'IA. Moi, il y a une partie dans mon métier qui me stresse, entre guillemets, c'est une compétition. En fait, ça devient, on n'arrête jamais. On a pu, même si à la fin de la journée, avant, on pouvait savoir ce qu'on avait produit en code. Maintenant, on ne sait pas trop ce qu'on a produit. Est-ce qu'on a bien travaillé ou pas, j'en sais rien. Moi, je suis content, je regarde mes features. Mais par contre, quand je regarde mes collègues qui ont fait 4 fois plus de trucs que moi, ça me stresse, ça me donne une certaine pression. Il faut apprendre à partager, travailler, prendre cette partie-là. Moi, je suis très stressé, on a l'impression. Oui, pendant qu'on parlait, j'ai eu une notification de mon serveur Hermès qui commençait à produire qui continue à produire des choses. Bref. Est-ce que vous avez des questions dans le public? On a 5 minutes. Est-ce que tu as un micro? Ouais, en haut. Elle est où la question? Qui levait la main? Ouais. Merci beaucoup pour vos différents témoignages. Vous avez parlé beaucoup de vélocité, de prise en compte de la sécurité. Aujourd'hui, on a Anthropic qui a sorti un nouveau modèle qui s'appelle Mythos et qui est très très bon pour détecter plein de vulnérabilités. Comment, en tant qu'éditeur, vous prenez cette nouvelle vague pour pouvoir vous adapter à cette nouvelle problématique? Nous, en tant qu'éditeur, déjà, on n'a pas attendu Mythos. On utilise beaucoup l'IA pour nos outils de sécurité. Alors, GitHub n'utilisait pas complètement les modèles pour scanner le code. On avait d'autres outils. Par contre, ça nous aide à écrire nos requêtes dans l'outil de SAST qu'on a qui s'appelle CodeQL. Et on fait partie du programme, Microsoft et GitHub font partie du programme Galwin, je ne sais plus. On utilise Mythos en interne sur la partie sécurité aujourd'hui. C'est juste, ça fait partie de l'évolution du marché et ça fait partie du travail qu'on fait actuellement. La collaboration, en plus des outils traditionnels de sécurité, de s'appuyer sur l'IA. Quand on prend tous nos agents respectifs et que tu as un agent qui s'appelle Security Review, ben c'est ce qu'il fait en fait. Et selon la puissance du LLM qu'on va utiliser derrière et la customisation, on aura plus de résultats. Ouais, pour compléter, le sujet de la sécurité, c'est un sujet très complexe en 2026. On voit que l'IA est très très douée pour attaquer. Et en même temps, on a à côté pas mal de no-codeurs, de non-tech qui font des outils qui sont bourrés de failles de sécurité. Donc on crée un fossé qui n'a jamais été aussi important. Il y a un petit site qui s'appelle Bonjour la fuite, que vous pourrez aller voir si vous voulez, qui référence pas mal de fuites françaises. Quasiment tous les jours, il y a des données qui fuitent dans tous les sens. Est-ce qu'on est rendu aussi à un monde, alors je ne vais pas ouvrir un débat, mais est-ce qu'on est rendu à un monde où la donnée est publique? Il faut se poser la question. En tout cas, tout le monde est rendu maintenant au même sujet de sécurité et j'ai jamais été aussi peu embêté par les sujets de sécurité en ce moment. Parce que finalement, nos clients se font eux-mêmes attaquer. Donc avant de nous attaquer nous, déjà ils essaient de consolider de leur côté. Donc on a tous les mêmes problématiques là-dessus. Et Mythos, c'est juste une évolution finalement par rapport à tout ce qui est sorti sur les derniers mois. Il y a un autre petit truc que moi je trouve très intéressant où justement l'IA peut vraiment nous aider. C'est-à-dire que peu importe la façon dont vous avez scanné, trouvé la faille, etc., quand ça arrive dans votre système, notamment sur la partie code, utilisons ça pour apprendre. C'est-à-dire que les outils vont faire de l'autofix, ils sont capables de générer le patch de sécu, mais utilisons ça en posant la question pourquoi cette vulnérabilité est importante, comment elle peut être exploitée, qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, on va s'améliorer en tant que développeur. On ne va pas nécessairement, puisque le code va être de moins en moins écrit par l'humain, mais par contre, on va comprendre quels sont les risques qui sont derrière. La plupart du temps, quand vous avez vos outils de scan avant l'arrivée de l'IA,
Vous fixez pas parce que vous comprenez pas la moitié des vulnérabilités qui sont montées par les outils. Vous attendez que l'équipe sécu vous tape sur la tête en disant celui-là est super important. Comme il est super important, vous le fixez, mais vous n'avez toujours pas compris pourquoi c'est une vulnérabilité. Utilisons l'IA pour apprendre ce cas-là. Moi, j'utilise beaucoup ça. C'est-à-dire que quand mes outils de scan me proposent un autofix, j'essaye de comprendre ça veut dire quoi, le server-side scripting, comment ça peut être utilisé. Donc, demandez simplement ça. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie pour les juniors dans la façon dont on apprend. Ça peut être intéressant à partager comme expérience. Ouais, je rebondis vraiment là-dessus. Effectivement, je pense que junior ou que ce soit dans l'âge, les apprentis, etc., ou même junior dans le métier, comme les PM, etc., qui n'ont pas été formés, je pense que là, faut sensibiliser à fond. Ça devient une compétence clé de comprendre le vocabulaire de la sécu, de comprendre les axes sur lesquels on peut se faire attaquer. Pas juste faire confiance à l'IA, mais vraiment, en gros, c'est l'un des points sur lequel j'insisterai le plus, encore plus que, je sais pas, la qualité du code, qui peut être un vecteur d'attaque, etc. Mais c'est vraiment en mode, non, sur ça, faites attention, parce que c'est pas est-ce qu'on va être attaqué. Oui, c'est sûr, on va se faire attaquer d'une façon ou d'une autre, c'est sûr. En gros, c'est où, quand et quel va être l'impact. Ok, on a le temps pour une dernière question en 1 minute. Question courte, réponse courte. Ouais. Ouais, je vous remercie pour vos réponses. Par rapport à la question, je reste un peu sur ma faim sur les différents éléments qui ont été partagés. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de savoir si vous avez changé votre organisation pour pouvoir être plus véloce sur la partie patch management des différents fixes qui peuvent être identifiés sur les scans de vulnérabilité sur votre code legacy. Et notamment, est-ce que vous avez modifié vos processus de traitement des vulnérabilités pour avoir des engagements beaucoup plus agressifs sur les délais de traitement pour vos clients? Nous, dès qu'il y a une vulnérabilité qui est trouvée, elle est fixée. Que ce soit avec les outils de scan traditionnels ou avec ce qu'on a mis en place avec l'arrivée de l'IA. La différence que ce qui a été mis, c'est qu'avant, maintenant, il y a la partie autofix qui prépare le patch pour la plupart des vulnérabilités. Moi, c'est l'un des rares trucs où j'ai mis des routines Claude littéralement pour aller analyser ça. Et je suis certaines boîtes françaises comme Lupin & Holmes qui fait l'outil d'EPI pour regarder. En gros, c'est des experts du métier. En gros, moi, c'est dans ma veille à moi. Il y a une grosse partie maintenant de suivi de ce qui est nouveau et ce sur quoi je devrais mettre des verrous, encore une fois, dans la CI. Ok, merci à vous. On peut les applaudir. Merci. Merci. N'hésitez pas à donner vos feedbacks sur le QR code suivant et puis on améliorera pour nos prochaines conférences. Bon appétit.